Bonjour, bonjour. Vidéo un peu particulière parce que dans cette vidéo, ça va pas être un cours de maths. Ah bah zut alors, bah c'est pour ça qu'on regarde. Oui, bah non. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite passer à la suivante. C'est une vidéo de vulgarisation. Je voudrais tenter de vous expliquer ce que c'est que la blockchain. Alors, c'est quand même relié aux mathématiques, hein, c'est de la cryptographie, c'est un domaine qui me passionne. Et puis en plus, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tiens, pourquoi tu fais pas un peu des vidéos de vulgarisation pour changer un peu de tes cours de maths? Allez, je me lance et je fais un petit bisou à GoTo en passant. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de stocker des données numériques. Ok. Alors, c'est comme un cadenas, enfin un coffre-fort numérique, vous voyez, qui permettrait de stocker vos données. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça, vos données soient stockées de façon pérenne dans le temps, c'est-à-dire que même au bout d'un an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, que sais-je, tant que la blockchain fonctionne, vos données, elles sont toujours là. Qu'ils soient infalsifiables, c'est-à-dire que vos données, on doit pas, personne ne va pouvoir les modifier, même pas vous. Une fois qu'elles sont rentrées de la blockchain, elles vont rester comme ça, comme gravées dans le marbre, vous voyez, pour des millénaires, hein, comme des tablettes antiques. Okay. Et l'architecture qui permet de les stocker donc, va être distribuée. Alors ça veut dire quoi distribuer? J'ai fait un petit dessin. Vous voyez, ça c'est une architecture centralisée. Donc là, imaginez un service de coffre-fort numérique. Ok, il y a un endroit où tout le monde envoie ses données, qui les garde et qui les redistribue aux gens quand ils en ont besoin. Architecture centralisée. Ok. Ça, c'est une architecture décentralisée. Alors, c'est un peu comme les réseaux peer-to-peer, BitTorrent ou que sais-je. Vous voyez, où il y a des systèmes de clients là, qui se communiquent un peu entre eux, puis des serveurs et des clients. Voilà. Et puis, donc, tout le monde est plus ou moins relié. OK. Mais une architecture distribuée, c'est comme ça. Donc là, voilà, tout le monde est relié avec tout le monde. J'exagère un peu. Hein. Tout le monde est relié avec plein de voisins. Et donc, on peut couper des connexions un peu dans tous les sens. Ça va rester relié. Tous les deux vont continuer à communiquer. Hein. Donc, voilà. Ces 3 points. OK. Alors, pourquoi on connaît la blockchain? Pourquoi on en parle tout le temps? En fait, c'est parce que c'est ce qui permet de stocker les données des transactions qui ont eu lieu en Bitcoin, depuis la création du Bitcoin. Et jusqu'à présent, c'est fiable dans le temps. Alors, ça fait pas 10 ans, mais pas loin. Ça n'a pas été falsifiable. Personne n'a réussi à trouver un moyen pour frauder, pour se donner des bitcoins qu'il n'avait pas. Et c'est une architecture distribuée. OK. Alors, bon, pour bien comprendre comment ça marche, on va tout d'abord parler de l'outil qui fait tout marcher. L'outil qui fait tout marcher s'appelle des fonctions de hachage. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, c'est une fonction mathématique hein, qui permet, à partir de n'importe quel fichier, quelconque, numérique, donc un ensemble de données numériques, ça peut être un texte, ça peut être un dessin, une image, une vidéo, que sais-je, eh bien d'obtenir donc une empreinte, un hash, là ça, d'accord, qui est une petite chaîne de bits, vous voyez, là, 64 bits, 64, non, 256 bits. Alors, justement, voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Là, on voit 64 caractères, mais qui ne sont pas des bits. Il y a des 2, des 3, des F, des E, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une petite convention qui permet de passer de 4 bits, 4, 0 et 1, à un seul symbole. Donc voilà, je vous donne la convention ici. Hein. Ça s'appelle l'hexadécimal. Vous voyez, donc 0, ça correspond à 4 zéros, par exemple. 9, ça correspond à 1, 0, 0, 1. Et je vous laisse vérifier que toutes les combinaisons de 0 et de 1 sont bien définies ici. Ça se termine par 1, 1, 1, 1, qu'on appelle F. Et donc voilà, cette chaîne de 64 caractères, en fait, représente une chaîne de 256 bits. Okay, donc généralement, les fonctions de hachage les plus connues donnent une chaîne de bits de cette longueur-là. On peut faire plus, 512, etc. Mais a priori, 256, c'est un peu le standard. Et donc voilà, une fonction de hachage, c'est ça. Alors, ok, vous allez me dire, une fonction qui a n'importe quel fichier donne 256 bits, et alors? Alors évidemment, je vous ai calculé un petit exemple. Donc j'ai pris une petite application, vous pouvez télécharger, qui est gratuite, qui s'appelle QuickHash, qui vous permet de choisir entre plusieurs fonctions de hachage célèbres, MD5, SHA1, SHA256, voilà. Moi j'ai pris celle-là parce que c'est celle qui est utilisée dans la blockchain Bitcoin, mais bon, on s'en fout. Et puis vous tapez un petit texte, et puis ça vous calcule l'empreinte, voilà. Donc vous voyez, Matadulte c'est chouette, bon voilà, une empreinte. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'à peine si je modifie un tout petit peu, vous voyez, j'ai rajouté un point d'exclamation à la fin, et ben j'obtiens une empreinte là qui n'a pas grand chose à voir hein, avec celle qui était au-dessus. C'est-à-dire que donc, première caractéristique, une fonction de hachage, vous voyez, c'est une fonction en fait qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, elle ne fait pas du tout n'importe quoi, c'est complètement déterministe. À partir du même fichier, elle va toujours donner la même empreinte, la même chaîne de bits, d'accord? Donc, elle ne tire pas au hasard. N'empêche que quand on voit le résultat, on a l'impression que c'est un peu du n'importe quoi, que c'est tiré au hasard. Vous voyez. L'idée, c'est qu'on n'arrive vraiment pas à prédire qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner. Ok? Hein, il faut réussir voilà, à faire une fonction qui, à partir d'un fichier, donne n'importe quoi, mais toujours le même n'importe quoi. Alors, à quoi ça sert en pratique? C'est comme les empreintes digitales de quelqu'un, ou mieux son ADN. C'est-à-dire que l'ADN, c'est une toute petite partie de vous quand même. Ok, il y en a dans toutes les cellules, mais enfin en volume, c'est quand même petit. Si je prends un brin d'ADN,
ça permet de vous reconnaître parmi toute la population humaine. Alors que c'est quand même quelque chose de très petit, vous voyez. Bah, c'est pareil, 256 bits, c'est très petit par rapport à des fichiers qui peuvent faire des gigaoctets, etc. Okay, mais néanmoins, on veut pouvoir reconnaître parmi tous les fichiers qui existent, juste à partir de leur empreinte, de quel fichier il s'agit. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, hein, de faire, à partir de ce résultat de ce calcul doit être caractéristique du fichier. On doit pouvoir trouver deux fichiers qui donnent le même. Vous voyez. Alors, à quoi ça sert? Bah donc, par exemple, au lieu de signer un document énorme, une signature électronique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais sinon c'est pas très grave. Généralement, c'est quelque chose qui produit un fichier, à partir du fichier que vous voulez signer, un autre fichier qui prouve que c'est vous qui avez réalisé le premier. Okay, mais généralement, le problème des signatures, bah, c'est que c'est à peu près la même taille que le fichier du début, et donc si vous voulez signer une œuvre cinématographique de 25 gigas, moi je ne sais pas, en HD, la signature fait aussi 25 gigas, c'est pénible. Et ben, l'idée, c'est que si on fait un hash de ce fichier, et qu'on signe le hash, on dit voilà, le hash c'est moi qui l'ai fait, d'accord, c'est à moi qu'il appartient, bah, du coup le fichier c'est à moi qui l'appartient, c'est beaucoup plus petit. Une signature de 256 bits peut me permettre de prouver que je valide un fichier qui est énorme en disant voilà, il m'appartient comme ça. Ok, alors par exemple ça sert aussi à stocker des mots de passe. Alors ça, vous allez comprendre plus facilement. Si on tape un mot de passe pour se loguer sur un serveur sécurisé, bon, bah, à l'arrivée, le serveur il doit vérifier si votre mot de passe est bon. Donc il doit avoir une liste avec les gens, et normalement avec les mots de passe, et puis il vérifie si ce que vous avez tapé correspond au mot de passe. Mais là, imaginez qu'on fasse comme ça, et donc le disque dur, il n'est pas éternel, celui où il y a stocké les mots de passe, un jour il va cramer. Alors bon, ok, soit on peut le prendre, on peut essayer de le déchiqueter manuellement avec une machine exprès pour être sûr que les données sont bien effacées. Bon, ok, c'est un peu compliqué. Sinon, on peut oublier, pour une raison ou pour une autre, le disque dur peut partir à la poubelle, quelqu'un peut le récupérer des données dessus, récupérer des mots de passe, vous voyez, ça peut être un petit peu embêtant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si quelqu'un réussit à accéder à ce disque dur d'une façon ou d'une autre, il pourrait récupérer les mots de passe de tout le monde. Donc non, on ne stocke pas les mots de passe. Hein. Figurez-vous que c'est pas si facile que ça de récupérer un mot de passe sur un disque, parce qu'en fait, on ne stocke pas les mots de passe. Voilà. Un serveur standard ne stocke pas les mots de passe. Alors, il stocke les hashes de mots de passe. C'est-à-dire, quand vous créez votre mot de passe, il calcule le hash, et c'est ça qui stocke en face de votre identifiant. Et donc, quand vous voulez vous identifier plus tard, vous tapez votre mot de passe, il calcule le hash que vous avez tapé, et il compare avec le hash qu'il a en mémoire. Si c'est le même, c'est bon. Si c'est pas le même, c'est pas vous. Et donc, vous voyez, il est important que cette fonction de hachage, on ne puisse pas déterminer ce qu'elle va donner à la fin. Parce que si quelqu'un récupère le disque dur ou accède à ce disque dur et trouve les hashes de vos mots de passe, il ne faut pas qu'il puisse trouver un mot de passe qui donne le même hash. D'accord? Donc, même sans trouver votre mot de passe, hein, si vous trouvez un autre mot de passe qui donne le même résultat par la fonction de hachage, bah, ce serait bien. Donc, on ne veut pas qu'on puisse faire ça. OK? Donc, ça sert aussi à vérifier l'intégrité d'un fichier. Okay? Ou alors, vous travaillez sur des fichiers partagés, etc. Vous voulez savoir si vous avez la même version du fichier. À vue de nez, vous regardez, les lignes elles sont pareilles, mais est-ce qu'il n'y a pas un espace ou même une virgule qui a été modifiée quelque part? Vous calculez le hash des deux côtés, si vous obtenez la même chose, c'est que le fichier n'a pas été modifié. D'accord? Donc voilà, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas eu le moindre changement entre le départ et l'arrivée en calculant un hash au départ et à l'arrivée avec votre interlocuteur, et vous êtes sûr que le fichier il est comme il était au début. Vous avez les mêmes devant vous. Et puis évidemment, ça peut servir à créer une blockchain. Ça, c'est clair, c'est bien pour ça que je vous en parle maintenant. Ah, alors, ça c'est la question qu'il ne fallait pas poser. Comment ça marche? Allez, ça généralement, c'est passé sous silence. Mais bon, si vous insistez, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, pour voir un peu ce qu'il y a sous le capot d'une fonction de hachage, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que des portes logiques pour que vous ayez une vague idée. Donc les portes logiques, je pense que vous les connaissez déjà, hein, ce sont des applications donc, qui agissent sur les chaînes de bits. Par exemple, le NOT, c'est l'application qui remplace le 0 par un 1, le 1 par un 0. C'est-à-dire le contraire en fait, hein, en français. Quoi. Ça symbolisé par un symbole comme ça. Le AND, et en français, alors là, vous voyez, à partir de deux chaînes de bits qui ont la même taille, s'en produit une autre, de la façon suivante, hein, que ça prend bit par bit. Là. 0 et 1, ça donne 0, 1 et 1, ça donne 1. En fait, ça donne tout le temps 0, sauf s'il y a 1 et 1, ça donne 1. Il faut que ce soit à la fois vrai, en fait, quand on dit vrai, c'est 1 et faux, c'est 0, il faut que ce soit vrai et vrai pour que ce soit vrai au total. Donc 1 et 1 qui donne 1, tout le reste c'est 0. Après le OR, c'est son pendant logique, hein, c'est le OU. Vous savez, donc là c'est la même chose, on regarde bit par bit, et cette fois ça donne tout le temps 1, sauf si jamais il y avait 0, 0. D'accord? Voilà. Deux portes logiques, ça se note avec des symboles comme ça. Et puis la dernière, le XOR, alors là c'est pareil, à partir de deux chaînes de bits de même taille, j'en fais une troisième, en ajoutant en fait. 0 plus 1, ça fait 1, 1 plus 1, alors ça ne fait pas 2, 1 plus 1, ça fait 0. Voilà. C'est la convention, 1 plus 1 égale 0. Et puis ainsi de suite, 0 plus 0, ça fait 0, 1 plus 0, ça fait 1, etc. Donc voilà, différentes portes logiques. Bon, il y en a d'autres, mais essentiellement, c'est quand même ça qui est utilisé.
Et puis une fonction de hachage, donc ça va partir de votre fichier, ça va le couper en morceaux de 256. Bon, je prends 256 parce que c'est standard, hein. Ok, et puis ça va lui appliquer un certain nombre de modifications, utiliser ça. Allez, attention, accrochez vos ceintures. Pour la fonction SHA256, je vais vous montrer à peu près ce que ça fait. Pam! Alors, à partir d'un message de taille 256 bits, en fait, s'il fait plus, hein, vous le coupez en morceaux de 256 et puis vous le faites pour tous les morceaux et vous les ajoutez à la fin, enfin bref. Ça le coupe en 8 morceaux de 32 bits, qui sont les inputs, là, d'accord, A, B, C, D, E, F, G, H, input. Ça fait des portes logiques dans tous les sens. Alors ça veut dire décalage de 2, vous voyez, ça décalage de 13, décalage de 22, et puis alors après on fait des... Voilà, bref. On a fait des sommes, on fait des or, on fait des ou, on fait des machins. On prend des données qui dépendent de tours, parce que ça, ce machin-là, on le fait 64 fois de suite. Donc là, il y a des données connues, hein, publiques, mais dans l'algorithme de SHA, hein, qui changent pour les 64 tours, qu'on ajoute au fur et à mesure, etc. Et donc on obtient, voilà, on a 8 inputs, on obtient 8 sorties, et on recommence 64 fois, avec des données différentes. Donc c'est hyper rapide, hein, parce que les portes logiques, l'ordinateur, il calcule ça vraiment en 2-2. Il y en a d'autres qui sont particulières, vous voyez là ce qui est marqué, là, sigma 0, maj, sigma, ch. C'est des portes logiques définies spécifiquement pour SHA, voilà, bon bref. Je rentre pas trop dans les détails, parce que c'est un truc de fou. Et vous voyez ce que ça fait, c'est vraiment, ça prend les bits, ça les sort dans tous les sens, quoi. Hein, prenez votre message de départ, ça le coupe en 8 morceaux, chaque morceau ça fait des N, des OR, des OU, ça a des décalages de certaines bits, ça les ajoute, ça ajoute avec des données intermédiaires, et ça recommence 64 fois de suite. Ce qui sort à la fin, vraiment, c'est un mélange indescriptible, vous voyez. Donc à peine on change un truc du début, ça change complètement évidemment à l'arrivée, hein, parce que ça y sort dans tous les sens. Et voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que voilà, c'est vraiment compliqué. Et puis honnêtement, je ne comprends pas comment ça marche. Alors, oui, je comprends, je regarde tous les designs, je veux bien voir ce que ça fait, je peux le programmer sur mon ordinateur, mais pourquoi on a fait ça? Bon, la raison, je la connais, mais pourquoi ça marche? Ça, j'en ai aucune idée. Alors la raison pourquoi, c'est pour que ça résiste aux collisions. Alors, c'est-à-dire quoi? Résister aux collisions, pour une fonction de hachage, une collision, c'est deux fichiers, deux textes qui donnent la même chose. On appelle ça une collision. Voyez, évidemment que ça existe, hein. Vous voyez, il n'y a que 256 bits pour les résultats. Alors, des fichiers, il y en a toutes les tailles. Donc, même si je prends des fichiers de 1 kilooctet, il y en a infiniment plus que des chaînes de 256 bits. Donc, forcément, il y en a plein, mais alors qui donnent la même chose. Mais on ne sait pas en trouver deux. D'accord? On ne sait même pas en construire deux qui vont donner la même chose. Voyez. Donc, c'est ça. Une collision, c'est si on arrive à fabriquer deux fichiers, pof, qui donne le même hash. Alors pour MD5, rappelez-vous, si vous avez regardé un petit peu attentivement le quick hash tout à l'heure, le premier choix des fonctions de hashage, c'était MD5. Bon, pour MD5, en 2004, il y a une équipe qui a réussi à construire des fichiers qui donnaient des collisions. Okay, alors, ils n'ont pas réussi à faire qu'en fonction, en donnant le résultat du hash, trouver quelque chose qui donnait ce hash-là. Ça, ils ne savent pas le faire. Hein. Mais trouver deux choses qui donnent la même chose. Deux fichiers qui donnent le même hash, ils s'y arrivent. Donc maintenant, on considère qu'il faut mieux ne plus l'utiliser. Okay, puis de toute façon, dans Bitcoin, ce n'était pas celle-là qu'on utilise. Donc, a priori, tout va bien, mais on n'a pas de preuves. Alors là, c'est vraiment un premier problème de recherche mathématique. Voilà, alors là, ce serait très utile. Si quelqu'un arrive à prouver qu'il est calculatoire très difficile de calculer des collisions, voire impossible hein, de calculer des collisions pour sa fonction de hachage, alors là, c'est le roi du pétrole. C'est un problème extrêmement compliqué, d'accord? Parce que c'est du niveau de P différent de NP, pour ceux qui connaissent. Hein. On ne sait pas le faire. Donc en fait, tout ce que je vous dis, on ne sait pas si ça existe, en fait, des fonctions de hachage, des fonctions qui font vraiment n'importe quoi, où il n'y a pas moyen de calculer les collisions, en fait on ne sait pas si ça existe. Et donc on ne sait pas si on peut faire une blockchain qui résiste. On espère que ce qu'on a marche, on a plusieurs candidats, donc s'il y en a une, on trouve des collisions, on peut remplacer par une autre et tout, mais en fait, on n'a pas de preuves mathématiques jusqu'à présent. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème de recherche mathématique, de réussir à prouver qu'une fonction de hachage est pour laquelle il serait voilà, calculatorement difficile, voire impossible, enfin impossible ça veut dire que ça demande des milliards d'années, de calculer des collisions. Allez, on y va, maintenant on va parler de la blockchain. Donc qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? C'est une chaîne de blocs, puisque là, waouh, super dur. Donc c'est des blocs qui suivent les uns les autres, okay, avec des données numériques. Voilà, donc j'ai mis bloc 41, 42, 43, ok. Alors, comment on met? On est sûr que ces blocs, on va les garder dans un certain ordre. L'astuce, c'est quand on a créé un bloc 41, pour créer le bloc 42, on va mettre au début le haché, le SHA 256 du bloc 41. Voilà, je prends tout ce qui est dans ce bloc, je calcule son haché, il était là d'ailleurs, hop, et je le mets là. Donc, je ne peux pas avoir fait ça tant que le bloc n'a pas été fait, vous voyez. Hein, c'est comme prendre en gros un article de journal. Une fois que je fais une photo de moi avec une de journal, c'est que j'ai pris la photo après la une de journal. Donc là, ça, le bloc 42 a forcément été forgé après le bloc 41. Et ainsi de suite, le bloc 43 a forcément été forgé après le bloc 42.
Donc cette fonction de hachage me permet de stocker des données et de les ordonner. Celle-là est plus ancienne, celle-là est plus récente, ainsi de suite. OK? Alors, comment on fait pour créer un bloc? Bon, donc on choisit des données que les gens ont données, que ça peut être des transactions, hein, dans le cas du Bitcoin, ça peut être n'importe quoi, des données que je veux stocker dans une blockchain. OK, puis donc voilà. Allez hop, je les prends, je les mets dans un petit paquet de données, je mets le hash du bloc précédent, je mets la signature pour dire hey, c'est moi qui l'ai fait, d'accord? On va voir pourquoi c'est bien de savoir c'est qui a fait le bloc. Hein. Et puis ensuite, je fais une preuve de travail. Ok, je rajoute un petit texte, on va voir, qui prouve que j'ai bien travaillé. Et puis je mets le haché de mon bloc en bas. Ok. Et puis voilà. Alors, à quoi ça sert cette preuve de travail? En fait, vous allez voir, c'est un calcul qui doit être très long à faire. Alors pourquoi? Parce que ça évite que tout le monde crée des blocs dans tous les sens et que du coup dans mon architecture, là, il y a des blocs de données qui arrivent de partout. Tout le monde dit ah, moi j'ai fait un bloc, moi j'ai fait un bloc, et bien, attends, on garde le bloc de qui là? Ça va pas. Donc l'idée là, c'est de faire en sorte que les blocs ils n'arrivent pas trop vite. Donc pour les bitcoins, par exemple, c'est réglé à peu près pour qu'en moyenne, il y a un bloc qui arrive toutes les 10 minutes. Donc en 10 minutes, on a à peu près le temps de faire toute la planète normalement. Hein. Bon, pas forcément, mais l'idée c'est que le bloc, voilà, il arrive à tout le monde avant qu'il y en ait un autre qui arrive. Ok? Ou à peu près quoi. Que ce soit dans ces eaux-là. Il n'y ait pas plein de blocs qui se répondent en même temps. Ça peut arriver, hein, évidemment, mais on va voir comment on s'en occupe. Voilà. Alors, la preuve de travail. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? On fixe une valeur, V, donc autrement dit, un certain nombre de zéros par lesquels on veut que le hash du bloc commence. Donc voilà, ton bloc, normalement, son hash, c'est son hash, tu ne peux pas choisir, ok? Justement, la preuve de travail, ça consiste à mettre des caractères, à rajouter des caractères pour modifier le hash du bloc. Alors, je donne un exemple. Imaginez que là, ma preuve de travail, ça exige, là, pour valider mon bloc, qu'il commence par, je sais pas moi, 10 zéros. Donc ma chaîne de bits doit commencer par 10 zéros. Ok, donc voilà, j'ai pris mon bloc, j'ai rajouté test, j'ai calculé le hash. Ah, ça commence par 5. Donc 5, si vous réfléchissez un petit peu, si vous connaissez, enfin bref, ça commence bien par un 0 hein, quand je l'écris en binaire. Mais non, moi j'en veux 10. Donc là, il n'y en a pas suffisamment, ok, donc ça passe pas. Donc je vais marquer autre chose là, voilà. Je vais tester. Allez, hop, ça c'est foutu, poubelle. Donc je vais marquer vive l'ULR. Allez, vive la fac de La Rochelle. Hop, je regarde. Ah dis donc, là ça commence par 4 et 3, 7 0. Pas de bol, il faut que ça commence par 10 0 pour que ce soit accepté. Donc poubelle. Zut alors. Bon, alors très bien, on va chercher un autre truc. Allez, rock'n'roll. On tente n'importe quoi. Généralement c'est des chaînes de caractères aléatoires. Hein. Rock'n'roll, oh là là, ça commence effectivement par 2 0, mais non, moi je veux que ça commence 1 parce que 2, je vous rappelle, c'est 0, 0, 1, 0. Mais moi je veux que ça commence par 10 0, c'est encore foutu. Bon, voilà. Et puis ainsi de suite, jusqu'à temps que je finisse par trouver, ah tiens, une chaîne de caractères qui fonctionne. Innov 2018, c'est la conférence dans laquelle j'ai exposé cet exposé, la première fois. Chouette, ça fonctionne. Ouh là là, ça commence même par 12 0, c'est mieux, c'est plus petit que ce qu'il fallait, très bien. Et donc, je garde ce bloc-là. Ouais, chouette. Et hop, je l'envoie, et là, les autres, personnes qui utilisent la blockchain vont dire ce bloc-là est valide. Chouette. Alors, un exemple. Donc, pour la blockchain Bitcoin, voilà le hash du bloc 486 000 et qui a été fait donc le 19 septembre 2017 à 9h09. Hein, c'était au moment où je préparais ces diapos. Et donc, le voilà. Donc là, vous allez dire, voilà, si on compte, hein, je ne sais pas combien il y a de zéros, enfin, a priori 18, parce que ça doit commencer par 72 zéros. Donc, hein, chaque zéro de cette chaîne en hexadécimal correspond à 4 bits égaux à 0. Donc, ça fait 72 zéros. OK ? Donc, en moyenne, là, la petite manip que j'ai faite en mettant des choses au hasard, il faut la faire à près 2 puissance 71 fois, hein, c'est en moyenne, pour réussir à en trouver un. Et donc, si vous faites ça sur ordinateur de bureau, même si c'est un bon Core i7 bien costaud, ça va vous prendre quelques milliers d'années. Donc, en pratique, ça va être compliqué. Et par contre, évidemment, si vous faites des millions à tenter votre chance, vous voyez, c'est un peu comme gagner au loto. Hein. Si on joue tout seul, on ne gagnera jamais. Mais comme il y a des millions de gens qui jouent, il y a toujours un gars qui finit par gagner à chaque tirage, ou à peu près. Et donc, voilà. L'ensemble des mineurs, ça prend à peu près 10 minutes. Et alors, vous allez me dire, oui, alors s'il y en a plus qui viennent, ça pourrait aller plus vite. Oui, mais à ce moment-là, c'est ce qui se passe en pratique. On augmente le nombre de zéros qu'il faut avoir au début pour être accepté. Vous voyez. Ça se règle en fonction de la puissance de calcul. C'est un problème. Et plus on est à le résoudre, plus ça devient dur, quoi. Donc voilà, et ça pose d'ailleurs un vrai problème au niveau environnemental, etc. Parce que là, en ce moment, le Bitcoin vaut hyper cher, donc plus de 6 000 $ le Bitcoin, je sais pas quoi, enfin bref. Et du coup, il y a des gens qui se disent, oh là là, ça vaut le coup de miner,
parce qu'effectivement, il faut une récompense à miner, ça use du courant, etc. Et donc là, en l'occurrence, on gagne 12,5 bitcoins à chaque fois qu'on valide un bloc, à chaque fois qu'on trouve le hash. Donc il faut être le premier à le trouver, c'est rentable. Et donc il y a des gens qui s'amusent à miner de plus en plus, et donc ça bouffe des ressources, ça bouffe toutes les cartes graphiques, on ne peut plus jouer parce qu'il n'y a plus de cartes vidéo, ça devient hyper cher parce que tout le monde les utilise pour miner des bitcoins, etc. En pratique, d'ailleurs, je vais vous montrer un peu les objets qu'on utilise. Vous voyez, ça c'est quelqu'un chez lui qui se dit, allez, moi je vais tenter, hop, ça c'est une petite pioche, vous voyez, donc là il a des racks USB avec des petites choses qui calculent des fonctions de hachage à toute vitesse. Alors chaque bloc, là on calcule des milliers par seconde, et là il essaye de calculer donc des millions de fonctions de hachage pour essayer de trouver quelque chose. Bon, en pratique, tout seul, il n'a aucune chance, hein. Mais il peut se mettre dans un réseau, d'accord, donc des gens qui s'associent en bande, par exemple les mineurs français ou je ne sais quoi, et hop, je ne sais pas si ça existe, hein, je dis ça au hasard, et qui partagent, s'ils ont trouvé collectivement, le premier qui trouve, bah, il partage avec tous ceux qui ont participé au groupe, d'accord. Donc on obtient des fractions de bitcoin, mais comme ça peut espérer gagner un peu d'argent. Sinon, voilà, ça c'est plutôt un responsable de salle informatique, ouais, chez lui, l'équivalent d'un marteau-piqueur, là, il peut calculer quand même sans doute des milliards de hash. Est-ce que ça va suffire pour gagner? À mon avis, s'il est tout seul, ça va pas suffire. Et puis il y a les gens sérieux, donc maintenant il y a en Chine, je crois, il y a beaucoup d'usines comme ça. Enfin, je crois que les mineurs chinois, par exemple, pour le bitcoin, ils farment 2 fois sur 3, c'est eux qui trouvent, hein. Et donc voilà, une usine qui a été faite, celle-là est faite aux États-Unis, dans un endroit où l'électricité n'est pas trop chère, pour réussir à miner le maximum de bitcoin. Alors là, voilà, une usine énorme qui bouffe une électricité monstrueuse, juste pour essayer de faire des fonctions de hachage, hein. C'est quand même un truc de fou, quoi. Ok. Alors, à quoi elle sert cette preuve de travail, ce truc qui bouffe tant de courant, là, finalement, hein. Donc, on comprend, les gens, ils gagnent de l'argent à le faire, donc on comprend pourquoi elle le fait, mais à quoi ça sert au final? Eh bien, en fait, ça peut quand même arriver, malgré cette preuve de travail, qui est là donc déjà pour limiter l'émission des blocs, qu'il y en ait plusieurs qui soient validés à différents endroits du monde, en même temps ou quasiment en même temps. C'est-à-dire que voilà, ce bloc 44 là n'a pas eu le temps d'être diffusé à toute la planète. Il y a des endroits où d'autres ont ce bloc 44 et là on n'a vraiment pas eu de bol. Bah, il y en a un troisième là qui circule. Donc il y a des gens qui ont une chaîne avec ce morceau-là, des gens qui ont une chaîne avec ce morceau-là, des gens qui ont une chaîne avec ce morceau-là. Et il va bien falloir synchroniser tous ces petits mondes-là, quoi. Comment on va faire pour éliminer les embranchements? Bon, bah, ceux qui ont celle-là continuent à créer des blocs avec ce bloc 44-là. Ceux qui ont celui-là continuent avec ceux-là. Et ceux qui ont ceux-là, etc. Donc, a priori, s'il y en a un qui est très majoritaire, il y a des chances que ce soit lui qui trouve en premier. Mais enfin bon, on n'est pas certain, vous voyez. Donc, on continue. Donc, les blocs continuent. Les blocs chaînes continuent à se développer. Ok. Et puis, alors, donc, imaginez qu'il y en a une qui va forcément, un jour ou l'autre, devenir plus longue que les autres, hein. Il y en a qui, s'ils sont plus, par exemple, à miner, ils ont plus de chances d'allonger la chaîne. Et là, si on me propose une chaîne, moi imaginez que j'ai celle-là la rose, on me propose la chaîne avec les bleus là, qui est plus longue, alors là, la règle c'est simple, c'est si toi t'en as une plus longue que moi, hop, je prends la tienne. D'accord? On accepte automatiquement, si on n'est pas d'accord sur la blockchain, celui qui a la plus longue, celui qui gagne. Donc, si il y avait 3 branches comme ça, ben, hop, celle-là, tout le monde va finir par prendre celle-là. C'est ça l'astuce, vous voyez? Les blocs qui finalement, par coup de bol ou autre, on rajoute des blocs, ben, là où on en rajoute, c'est celle-là que tout le monde va adopter. Et donc l'idée, c'est que, comme la probabilité de valider un bloc, comme vous l'avez vu, tant que les fonctions de hachage, c'est quelque chose de vraiment incompréhensible, de aléatoire, ça suit comme ça, une loi gaussienne comme ça. Donc là, la moyenne est à 10 minutes, alors qu'on le fasse en 5 minutes, vous voyez, c'est rare. Ça peut arriver, mais pas fréquent. Bon. Donc en général, c'est rare que 2 mineurs produisent en même temps, mais bon, ça peut arriver quand même, à peu près, hein, voilà, ça peut arriver avant que le tout ait le temps de se propager. Mais donc l'idée, c'est que ces morceaux-là, éventuellement, ils peuvent peut-être changer. Vous avez votre blockchain comme ça. Le dernier, c'est possible. En fait, il y a un autre bloc qui... Oui, le dernier, c'est quasiment... Ça peut vraiment arriver qu'il y en a un autre bloc qui circule dans une autre chaîne, et puis hop, c'est eux qui valident le bloc suivant. Bah, du coup, à un moment, paf, vous allez perdre celui-là. Vous allez prendre les deux qui sont à eux. D'accord? Donc ça, on ne peut pas savoir ce qu'il y a là-dessus, si vraiment ça ne va pas bouger. Mais plus le temps s'éloigne, vous voyez, au bout de 5, 6, 7 blocs, vous êtes quasiment certain que ceux-là, ils ne bougeront plus jamais. D'accord? Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est compliqué de miner, de rajouter des blocs, etc. Donc, il y a peu de chances que ceux-là, il y ait une autre chaîne qui traîne avec tant de différences que ça, c'est quasiment impossible. Alors maintenant, on va me dire, ok, ça c'est si tout va bien dans le meilleur du monde, si personne essaye d'arnaquer le système. D'accord? Si ça marche tout seul, les blocs, les gens, ils essayent de les faire honnêtement, et effectivement, il n'y a jamais 2 chaînes de 6-7 blocs différents qui vont être créées. Mais si moi je veux bidouiller, ok, donc il y a une chaîne, voilà, j'ai des informations là stockées, hein, hop, qui sont dans ma blockchain, et puis je veux par exemple modifier ce bloc-là. Là, hop, je lui dis, tiens, moi ce serait bien mieux si les données, là, c'était celle-ci, à la place de celle-là. Ok?
Très bien, alors je change juste ça, moi, ma blockchain, je la prends, hop, je modifie, les données qui sont là, je les modifie, clac, 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 puis je dis, allez les gars, c'est ça ma blockchain. D'accord? Alors là, il y a des gens qui vont dire, attends, il y a un petit problème là, parce que le hash là, du bloc 42, il correspond plus. C'est plus le bon hash. Alors si je calcule le hash de mon bloc, bah, il y a peu de chances qu'il commence par des 0, 0. Alors, il faut que je trouve la preuve de travail. Ici, vous voyez, il faut que je revalide ce bloc. Normal, je change un bloc, il faut que je retrouve une preuve de travail qui va permettre que le hash de ce bloc, il soit plus petit que, enfin, il commence par plein plein de zéros. Ok? Donc, bon, j'ai réussi à faire ça. Allez, c'est normal, je modifie un bloc, il faut que je revalide ce bloc. Donc, je calcule son nouveau hash. Mais, horreur, le hash ici, il est inscrit dans le bloc d'après. Donc, le bloc d'après est modifié, forcément. Donc, le hash du bloc d'après n'est plus valable. Il faut que je retrouve une nouvelle preuve de travail pour le bloc d'après, et pour le bloc d'après, et pour le bloc d'après, et pour le bloc d'après. C'est une horreur, vous voyez? Il faut que je calcule des blocs de travail non seulement pour le bloc que je veux modifier, mais pour tous ceux qui suivent. L'idée, pour bien comprendre, c'est un peu d'imaginer qu'en fait, les blocs, c'est comme des boules de couleurs sur lesquelles on aurait marqué des données, vous voyez, qu'on met dans un tube, cloc, 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 les unes après les autres. Et donc, pour modifier genre la boule là, qui est 5 rangs en fond, il faut que je ressorte les 5, d'accord? Je modifie ma boule, je la remets, et ça c'est long, remettre ça veut dire faire la preuve de travail, et après il faut que je remette toutes les boules derrière, et à chaque fois c'est long, d'accord? Et pour que mon bloc soit accepté, il faut que ce soit plus long que les autres. Donc moi j'ai enlevé mes 5 boules, le temps que je les remette, l'autre chaîne, elle continue d'augmenter toutes les 10 minutes. Parce que tout l'ensemble des réseaux du Bitcoin ou de l'autre blockchain, ils continuent à faire progresser la blockchain. Et donc, il faut que je réussisse à les dépasser. Et donc, au final, il faut pour pouvoir modifier, donc créer ma chaîne de blocs, là, je recrée des blocs jusque-là, il me faut plus de puissance de calcul que tous les autres mineurs du réseau qui s'en font, qui l'utilisent en même temps. Donc, s'il y a presque personne qui utilise, ok, mais s'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui l'utilise, ça devient impossible. Et donc, la preuve de travail, ça apporte la sécurité de la blockchain. Et donc, s'il y a suffisamment de gens qui l'utilisent et qui minent, c'est impossible de falsifier. Et donc en pratique, depuis que Bitcoin existe, par exemple, depuis 2009, là, il n'y a jamais eu de fraude. Personne n'a réussi à trafiquer les blocs qui étaient déjà inscrits, enfin les blocs qui ne datent pas les tout derniers, mais ceux des précédents, personne n'a jamais réussi. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, à quoi ça sert en pratique? Parce que ok, on a vu, c'est super, mais à quoi ça peut servir? Bon, bah déjà, pour les paiements internationaux, bah, les banques se rendent compte que c'était compliqué d'avoir des serveurs centralisés hyper sécurisés. Il faut être sûr que personne ne peut les modifier, personne ne peut rentrer dedans. Vous imaginez, quelqu'un peut hacker un serveur et dire ah ben non, finalement c'est moi qui ai cet argent, etc. C'est des vrais problèmes, ça coûte hyper cher et tout. Ils se disent mais tiens, mais les gars, ils ont réussi à bricoler une monnaie où personne ne peut falsifier avec 2 francs 6 sous. Vous voyez, ça se fait tout seul. Les gens, avec la bonne volonté des gens qui font tourner le machin et tout, ils dépensent rien, ils obtiennent un truc aussi sûr que nous, quoi. Donc ils disent attends là, voilà. Donc il y a des banques déjà qui commencent à utiliser le principe en disant bah, attends, on va économiser du pognon, simplement, voilà. On va économiser en frais d'infrastructure. Hein, et finalement, on a trouvé un moyen de faire beaucoup plus, aussi sûr, au moins peut-être voire plus sûr, avec beaucoup moins d'argent. D'accord? Donc on change de philosophie, on essaye de voir comment faire pour implémenter des blockchains, nous aussi, parce qu'après tout, ça marche. Donc pourquoi pas pomper le truc? Donc voilà, donc ils prétendent qu'ils vont économiser des milliards en utilisant ça. Très bien. Autre utilité. Ben, en fait, ça sert à se passer d'un tiers de confiance. Donc à chaque fois que 2 personnes ils se mettaient en relation, ils passaient par quelqu'un, et ben en fait, la blockchain, ça permet que les mettre en relation directement, sans avoir besoin d'un intermédiaire qui prend forcément une com, hein, parce que c'est normal, il rend service, c'est normal qu'il soit rémunéré. Mais en fait, on peut s'en passer. Alors il y a plein d'exemples. Par exemple, je sais pas, vous voyez, un système de vente entre particuliers, le Bon Coin, bah, par exemple, moi je mets dans une blockchain que j'ai un vendre un objet à tel prix, ce ne sera pas modifié, le prix ne pourra pas être modifié. Telle personne dit ok, moi je l'achète, hop, il fait le virement bancaire, etc. Moi j'écris dans la blockchain que le virement a été bien reçu, etc. Puis personne ne pourra contester que la vente n'était pas à ce prix-là, etc. Il ne peut pas y avoir de conflit, on n'a pas besoin d'avoir un site qui dit non, non, vous l'avez bien mis à ce prix-là, etc. Non, vous voyez, il y aura directement. Les informations pourraient plus être modifiées, donc on peut directement, par exemple, s'échanger des biens, etc. Par exemple, pour imaginer, pareil, Uber, je mets sur une blockchain que je suis disponible à telle heure pour faire une course dans tel secteur, etc. etc. Bon, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais on pourrait se passer d'intermédiaire. Les gens disent, moi j'ai besoin d'une voiture, hop, toc, toc. Les données sont stockées, on pourra voir le prix qu'il a demandé, la transaction qu'il y a à faire, etc. Bon, pareil, Airbnb, voilà. Donc là, j'ai mis entre parenthèses un service qui existe déjà, qui s'appelle Slowkit. Alors, ça c'est rigolo, c'est des locks, c'est-à-dire des cadenas connectés qui peuvent, par exemple, de fermer des boîtes ou des choses comme ça, où je mets des choses qui peuvent servir aux gens. Typiquement, genre j'ai mon vélo, je le bloque avec un cadenas comme ça,
Et puis, il est stocké, par exemple, bas de l'université, et en fait, j'en ai pas besoin de toute la journée, parce que moi, j'arrive à 8 heures, je repars à 18 heures. Et entre-temps, s'il y a quelqu'un qui veut l'utiliser, bah, je veux bien lui prêter. Et donc, à ce moment-là, bah, je peux mettre sur une blockchain un numéro avec un frais, des petits frais, pour évidemment que je gagne des choses. Et puis, quelqu'un, voilà, modifiant une toute petite somme pour dire, bah voilà, j'ai besoin d'un vélo, moi, pendant 1 heure, je le prends, clac, je fais mon tour, je le ramène, clac, je referme avec le cadenas, je reçois le code sur mon téléphone, vous voyez, toc. Voilà, ce genre de choses-là. Pareil, bah voilà, les paris en ligne, on pourrait dire, voilà, moi j'ai parié sur telle personne, la cote peut se calculer automatiquement en fonction des paris dans un sens ou dans l'autre, sans avoir besoin que quelqu'un récupère une com. Là, ce serait bien plus équitable entre tous les participants. Chacun dit, voilà, sur quoi je parie, sur quoi je parie. Il ne peut pas y avoir de contestation, parce que les données ne vont plus pouvoir être modifiées. Et on pourrait voilà, faire un truc comme ça. Les réseaux sociaux, par exemple, ouais, toutes les données personnelles que vous donnez, bah là, elles sont données à Facebook ou à d'autres qui peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent. Les problèmes de confidentialité, qu'est-ce qu'ils en font, enfin bref, là vous pourriez dire, voilà, je mets des données, ok, bah, elles appartiennent à personne sauf à moi, et je les mets sur un réseau social. Alors, donc, quelque part, elles appartiennent aussi à tout le monde, donc, mais en tout cas, il n'y a plus, voilà, j'ai pas besoin de faire confiance à quelqu'un qui va faire ce qu'il veut avec. Ça sert, alors ça c'est un truc qui est vraiment en projet, hein, j'ai vu, l'archivage des données. Alors là, évidemment, on ne va pas forcément stocker toutes ces données sur la blockchain, ce serait un peu compliqué, mais on a des devoirs d'archiver des comptes, des factures, des machins pour les entreprises. Ils doivent garder des traces. Bah, ils pourraient garder tous les PDF et pour montrer que sur leur ordinateur chez eux, que ça n'a pas été modifié, bah, ils peuvent stocker, et ils le font déjà en pratique, hein, des hashes de ces fichiers sur une blockchain. Oui. Et donc ça prouve, bah, voilà, même quelques temps après, bah, le fichier n'a pas été modifié, hein, parce que le hash ça sert aussi à vérifier l'intégrité, quoi. Donc je peux montrer, voilà, mon fichier c'est celui-là, il fait quelques gigas, ok, donc je ne l'ai pas mis sur la blockchain parce que c'est lourd, il date d'il y a 10 ans, mais le hash que j'ai mis il y a 10 ans, bah, c'est toujours le même, donc le fichier n'a pas été modifié. Oui. Voilà, bon, bref, il y a plein d'utilités, hein, c'est une technologie très prometteuse, il y a plein de recherches sur ça, et donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Néanmoins, il y a des problèmes. Bah oui, forcément, tout n'est pas comme ça, il y a encore des problèmes à résoudre. Mon premier problème, j'ai déjà suggéré assez fortement, bah, on a besoin de mineurs. D'accord. Donc pour que ça fonctionne, même Slowkid, là où j'ai parlé tout à l'heure, bah, si vous voulez utiliser le service, en fait, ça utilise une blockchain qui s'appelle Ethereum, c'est une blockchain très connue, qui a été initiée par Microsoft. Et bah, il faut rajouter un petit bloc comme ça chez vous, là, qui tourne 24 sur 24. Vous voyez, il n'y a pas de mystère, hein, mais c'est comme BitTorrent ou les autres Imul ou iDonkey, enfin bref, les autres systèmes peer-to-peer, bah, quand vous téléchargez un fichier, ils vous demandent de partager aussi des fichiers. Vous voyez, parce que ça ne peut pas marcher que dans un sens. Bah, donc là, si vous voulez utiliser le service, il faut aussi participer, donc miner des blocs, donc avoir des petits... Ça use un peu de courant, vous voyez, pour participer à la maintenance du système, quoi. C'est un donnant-donnant, quoi. Il n'y a pas de miracle, hein. Il faut, voilà. Donc il faut qu'une rémunération, donc avec les bitcoins, on gagne des bitcoins quand on valide des blocs, ok, bah là ça peut être pouvoir utiliser le service, plus vous faites de calculs, plus vous avez des jetons pour pouvoir utiliser le service gratuitement, ce genre de choses, hein. Voilà, donc premier problème, effectivement, il faut des gens. Donc ça use des ressources et des électricités, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, ça prend trop de place. C'est-à-dire que vraiment, la blockchain Bitcoin, actuellement, si vous voulez commencer à la télécharger, elle fait 100 gigaoctets. Alors, ça va encore, mais enfin, ça grossit beaucoup chaque jour, hein. On est en automne 2017, là, dans 2018, ce sera sans doute 200-300 gigas, je ne sais pas. Et donc, ouais, ça devient infernal, je veux dire. Donc là, c'est 100 gigas sur tous les ordinateurs, les millions d'ordinateurs qui font miner les trucs, c'est beaucoup trop gros. Et donc, c'est un vrai problème de recherche, là, comment faire une mise à l'échelle, on appelle ça, comment faire pour couper un moment. Alors, est-ce qu'on coupe à certains endroits, et pas tout le monde au même endroit, pour qu'on puisse revérifier, comment on fait, à quel moment on coupe. Parce que là, pour le coup, il y a peut-être moyen de tricher au moment où ça coupe, vous voyez. Donc, mais d'autre côté, on n'a pas besoin d'avoir l'archivage des 10 ans de trucs pour pouvoir vérifier les transactions actuelles, vous voyez. Mais voilà, donc là, on ne sait pas encore comment faire le truc, hein, il y a des débats et tout. Et comment faire pour ne pas stocker toute la blockchain chez tout le monde, vous voyez, qu'on puisse la récupérer si vraiment il y a besoin, mais que ce ne soit pas forcément dupliqué à l'infini, parce que ça c'est une hérésie au niveau des consommations de ressources. Et puis, troisième problème, comment faire pour mettre des données privées? D'accord, j'ai déjà parlé un peu pour les réseaux sociaux, là. Mais par exemple pour les données médicales, ça peut être vachement bien d'avoir que nos médecins aient accès au carnet de santé, à nos examens, nos données vitales sur des années, ou voilà, pour savoir comment notre santé évolue, etc. Ça peut être super intéressant, surtout les gens qui ont des grandes maladies, ce genre de choses. Mais donc on n'a pas envie de les donner à un organisme centralisé, parce que voilà, on ne sait jamais ce qu'il va en faire. Bon, s'il y avait un gros organisme public, à la rigueur, on pourrait peut-être faire confiance, mais on ne sait jamais, si jamais il se fait hacker. Après, les assurances pourraient dire, ah, vous avez tel problème de santé, etc. Ouais, bref, si vos données étaient révélées dans la nature, ça pourrait être embêtant. Donc, c'est mieux de les stocker soi-même, enfin, dans une blockchain, mais le problème, c'est comment mettre des données cryptées, en fait, dans une blockchain, pour que
les gens autorisés puissent les récupérer, mais pas les autres, etc. Donc ça, voilà, c'est un autre problème de recherche qui m'intéresse vachement et sur lequel les gens travaillent. Il n'y a pas encore de solution miracle, hein. Donc voilà l'autre problème. Ok, et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que maintenant vous comprenez vraiment ce que c'est qu'une blockchain. Et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo avec des vraies maths. Ciao!